Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, début de déconfinement. Bon, vous faites quand même super attention à vous et aux autres, hein, je compte sur vous. Voilà. C'est pas parce qu'on se déconfine que le virus n'est plus là. Et quand je dis vous, hein, je fais évidemment mention à toutes les personnes qui me regardent, hein, pas juste toi là, toute seule devant ton écran. Et vraiment, toutes les personnes ouais, qui me regardent quoi. Bon, on n'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup qu'on n'a pas à notre niveau, eh bien déjà un pouvoir d'action groupal. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est justement ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bon, je voulais pas vous parler du virus, hein, vous inquiétez pas, mais vous allez vite faire le lien. Bref, c'est parti. Bon, il y a de ça quelques semaines, je vous avais parlé rapidement d'un concept très important en psychologie qui est l'auto-efficacité et qui permet d'expliquer les comportements des individus, du moins en théorie. Et j'avais fini par poser une question toute bête à la fin de la vidéo, c'était de savoir est-ce qu'il n'y avait pas un équivalent de l'auto-efficacité, mais cette fois à un niveau plutôt groupal. Bon, spoiler, la réponse est oui, et du coup ça signe la fin de la vidéo, donc pensez à vous abonner, hein, c'est très important. Puis moi je vous dis, à plus. Bon, plus sérieusement, j'avais dit donc la dernière fois que l'auto-efficacité, elle se définissait comme étant la croyance des individus en leur propre capacité à réaliser des comportements ou à faire face à des situations. Au niveau groupal, donc, cette fois, ça donne la croyance des individus en la capacité de leur groupe d'appartenance à réaliser des comportements ou à faire face à des situations. Et ce comportement ou cette situation, elle va forcément varier en fonction de la nature du groupe concerné et de sa raison d'être. Ah, et oui, parce que j'allais oublier, chose très importante, hein, le concept d'auto-efficacité, mais cette fois au niveau groupal, on parle plus d'auto-efficacité, mais d'efficacité collective. Bon, le nom est assez explicite, je trouve. Bon, une définition, c'est bien, c'est même une très bonne base, mais ça ne nous dit pas comment ça fonctionne. Au même titre que l'auto-efficacité, l'efficacité collective va avoir plusieurs antécédents, qui seront à peu de choses près d'ailleurs les mêmes que l'auto-efficacité. On retrouve donc la performance passée, qui est donc dans notre cas la performance passée d'un groupe, tout simplement. On a ensuite les observations vicariantes, donc dans ce cas-là c'est l'observation de groupes similaires aux siens. Et puis enfin, on se retrouve avec la persuasion verbale, donc là c'est principalement en lien avec tout ce qui est notion de leadership. On n'a pas cette fois de notion d'état physiologique, puisque le groupe n'a pas de nature biologique. Logique. Mais sinon, globalement, ça fonctionne exactement de la même manière que l'auto-efficacité, donc je ne vais pas vous les rappeler. Notre efficacité collective va donc se baser sur ces trois facteurs que j'ai précisés, et puis au sein d'un même groupe, elle peut être différente entre les différents membres de ce groupe. Je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. L'efficacité collective, c'est la somme des auto-efficacités de chaque membre d'un groupe ou pas du tout? Pas vraiment. C'est une bonne question, ceci dit, mais ouais, c'est un peu complexe. Bon, il faut déjà bien faire la différence entre auto-efficacité et efficacité collective par rapport à la cible de cette croyance. L'auto-efficacité fait référence à un comportement qui est individuel, tandis que l'efficacité collective fait référence, elle, à un comportement qui est groupal. Pour le dire autrement, l'auto-efficacité fait référence au soi individuel, tandis que l'efficacité collective, elle, va plutôt faire référence à l'identité de groupe de chaque individu. Mais un groupe, c'est pas juste la somme des individus qui le composent. Par exemple, dans le cas des comportements, eh bien, même si on a un groupe qui est individuellement très performant dans un domaine, eh bien, il suffirait que ce groupe ait une très faible cohésion pour qu'il puisse performer correctement à un niveau groupal cette fois. Mais chose très importante, l'efficacité collective, c'est bien une croyance individuelle. C'est juste que elle porte sur la capacité de notre propre groupe à réaliser un comportement ou à faire face à un problème. Et donc forcément, au sein d'un même groupe, une certaine efficacité collective va être partagée entre les membres de ce groupe. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est identique entre chaque membre, hein. Pour certains, elle sera plus forte que pour d'autres. Et ce phénomène d'ailleurs de partage, on va dire, d'efficacité collective est super intéressant parce que ça va permettre à des membres d'influencer, si on peut dire, l'efficacité collective d'autres membres de ce groupe. Et ça passe notamment par la persuasion verbale et c'est notamment le rôle des leaders de le faire.
Si notre leader réussit à nous transmettre une efficacité collective qui est plutôt élevée, eh bien ça va avoir un avantage sur ce groupe qui est que l'efficacité collective va être renforcée, donc la probabilité de réussir un comportement ou d'avoir une meilleure performance est donc augmentée. Cette probabilité qui augmente, elle est due notamment à différentes choses, mais principalement parce que la performance individuelle est meilleure. Chaque individu va performer mieux, va perdurer un peu plus dans la durée, si je peux dire ainsi, et va faire plus d'efforts, principalement face à une difficulté. Il ne faut pas oublier, malgré tout, que la performance d'un groupe va dépendre de la performance de chacun de ses membres. Et donc, au même titre que l'auto-efficacité va améliorer la performance individuelle si la croyance est élevée, et bien l'efficacité collective va permettre d'augmenter la performance individuelle, mais cette fois pour le compte du groupe. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, carrément, j'ai compris. Par contre, c'est assez complexe. Ouais, c'est pas évident, et en plus de ça, c'est très théorique finalement. Mais bon, qui dit concept très théorique, dit aussi qu'on a de très bons exemples pratiques, cette fois, pour mieux l'expliquer. Enfin, je sais pas si mon exemple sera bon, mais en tout cas, à titre personnel, je le trouve très intéressant, donc voilà. Donc du coup, prenons l'exemple des équipes sportives. Si on admet qu'en début de saison, notre équipe a été modifiée, c'est-à-dire qu'on a eu des joueurs qui sont partis ou des membres du staff qui sont partis, qui ont tous été remplacés, eh bien l'identité de notre équipe, on est modifié entre la saison d'avant et celle présente. Et c'est un problème entre guillemets pour l'efficacité collective parce qu'elle se base sur l'identité de groupe. Et donc si notre identité groupale a été modifiée à l'intersaison, l'efficacité collective ne peut plus réellement s'appliquer, ou du moins elle n'est plus la même que celle de la saison passée. Donc une des conséquences de ça, c'est qu'en début de saison, l'efficacité collective va reposer sur les auto-efficacités de chacun de ses membres. Un autre facteur qui va influencer l'efficacité collective en début de saison, ça va être la personnalité des membres de l'équipe. Si vous avez des winners, des gens qui veulent en découdre et qui sont là pour gagner, ça va influer un état d'esprit qui est plutôt positif et qui va donc renforcer l'efficacité collective. Et ce phénomène-là passe notamment par ce qu'on appelle la persuasion verbale. Et ça, c'est notamment le rôle des leaders qui vont avoir comme principal objectif, on va dire, en début de saison notamment, c'est bien de diffuser leur propre efficacité collective qui est, on suppose, élevée. Et donc, s'ils le réussissent par persuasion verbale, l'efficacité collective de chacun des membres va en résulter augmenter. Et c'est notamment le cas si, ils vont, invoquer, on peut dire ça comme ça, l'identité du groupe lorsqu'ils font leur persuasion verbale. En début de saison, les efficacités collectives de chacun des membres de l'équipe sera plutôt hétérogène. En fait, parce que on a une certaine incertitude sur la capacité de notre équipe à pouvoir performer durant notre saison. Et puis tout au long de la saison, les efficacités collectives de chacun des membres vont venir s'homogénéiser, et ça c'est notamment le cas si évidemment il n'y a pas eu d'événements majeurs dans l'équipe, que ce soit des changements de coach ou de capitaine. Et voilà, parce qu'en fait finalement l'identité de groupe n'est pas changée et les expériences passées s'accumulent avec les matchs. Donc voilà. Et pour finir, on a eu des études qui se sont penchées sur la pertinence, on va dire, de l'efficacité collective sur le classement en fin de saison de notre équipe. On observe alors qu'en moyenne, et c'est bien une moyenne, l'efficacité collective en début de saison va permettre de prédire le classement final de notre équipe au classement, tout simplement. Je ne sais pas comment finir ma phrase autrement que comme ça. C'est une observation qui est très intéressante, puisque ça montre que dès le début de la saison, l'efficacité collective a une importance cruciale. C'est en partie pour ça, par exemple, que des matchs amicaux sont joués à l'intersaison. Alors certes, c'est une importance pour tout ce qui est sportif et stratégie, voir est-ce que l'équipe fonctionne bien, quels sont les meilleurs joueurs, mais c'est également important pour créer cette efficacité collective, pour générer cette identité groupale. Et ça, c'est d'autant plus important que notre équipe a connu des changements à l'intersaison. Depuis le début, je me demande un truc. Est-ce que la taille du groupe va influencer l'efficacité collective? Ouais, mais pas forcément dans le sens où plus un groupe sera nombreux ou peu nombreux, et plus l'efficacité collective sera forte ou faible. En fait, ce qui se passe, c'est que la taille du groupe va influencer deux paramètres qui vont avoir un impact sur l'efficacité collective. C'est la cohésion des membres et la disponibilité des ressources.
En fonction de l'objectif du groupe, ça va avoir une importance qui est clairement pas négligeable. Plus un groupe est nombreux et plus il va avoir accès à des ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, intellectuelles ou je ne sais quelle autre nature. Mais à l'inverse, plus un groupe est nombreux et plus il va avoir des difficultés à se coordonner pour disposer de ces ressources. Et ça du coup c'est important en fonction de la nature, de l'objectif de ce groupe. On peut avoir des groupes qui ont besoin de plus de ressources que de cohésion, à l'inverse des groupes qui ont besoin de plus de cohésion que de ressources, et d'autres où ils ont besoin d'autant des deux. Mais du coup, si un groupe est peu nombreux mais qu'il a besoin de beaucoup de ressources, eh bien son efficacité collective sera plutôt faible. Et à l'inverse, si un groupe est plutôt nombreux mais qu'il a besoin de beaucoup de cohésion, eh bien là aussi son efficacité collective sera plutôt faible. C'est en ça, on va dire, que la taille du groupe va influencer l'efficacité collective des membres du groupe. Alors, j'ai appris un truc, mais c'était pas là où je voulais en venir. Est-ce que le concept d'efficacité collective s'applique à tous les groupes, qu'importe leur taille? Ah, ok, d'accord. Alors, en théorie, oui. Enfin, en théorie. En fait, par définition, l'efficacité collective s'applique à tous les membres d'un groupe, qu'importe la taille de ce groupe. Et donc là, finalement, la question, c'est plutôt, est-ce que un groupe peut avoir une taille illimitée, entre guillemets? Et là, j'aurais tendance à vous dire qu'en théorie, oui, et qu'en pratique aussi. Bon, là, c'est juste mon point de vue, et je sais pas du tout si les psychologues sociaux et les sociologues vont valider ce que je vais dire. C'est vraiment mon point de vue personnel là-dessus. On pourrait imaginer que l'espèce humaine, en tant qu'espèce, est un groupe, un seul et même groupe. Immense, certes, mais un groupe quand même. Bon, l'identité groupale de ce groupe serait faible, même très très faible, mais elle existerait quand même. Ce grand groupe serait subdivisé en plus petits qui auraient une taille variable et qui correspondraient aux États ou aux communautés. Et encore une fois, c'est uniquement mon point de vue sur la question. Mais en partant en tout cas de ce principe-là, on pourrait du coup appliquer l'efficacité collective à l'espèce humaine en tant que groupe immense. Mais pour que l'efficacité collective puisse être invoquée, entre guillemets, pour notre grand groupe qui est l'espèce humaine, il faudrait soit que l'espèce ait à faire un comportement en tant que tel, ce qui est absolument impossible évidemment, soit qu'elle ait un objectif. Et ça, c'est sûr et certain qu'elle ait un objectif, même en pratique. Et du coup, dis-moi la petite voix, t'as pas une idée de cet objectif-là? Je sais pas. Je m'en doutais. En fait, il y a un truc qui fait face à l'humanité et qu'elle doit absolument résoudre et qui impacte à la fois un Russe au fin fond de la Sibérie, un New-Yorkais assis confortablement dans son canapé, surtout en ce moment d'ailleurs, ou alors même un membre d'une tribu amazonienne, et ce problème-là, c'est le réchauffement climatique. Pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il y a deux types d'actions qui sont envisageables. On a des actions institutionnelles, donc là ça provient d'entreprises ou de gouvernements, et puis on a des actions qui sont individuelles. Bon, pour les premières, normalement, sauf si vous êtes président de la République ou que vous êtes Jeff Bezos, normalement vous n'avez pas trop de pouvoir d'action là-dessus. Je veux dire, en dehors du vote ou de ce genre de choses, je vois pas trop ce qui pourrait... il y a des trucs évidemment qui pourraient influencer les actions institutionnelles au niveau individuel, mais pas tant finalement. Mais les citoyens, par contre, eux, individuellement, ont réellement un pouvoir d'action, que ce soit faire le tri, changer ses habitudes alimentaires, changer ses habitudes de transport, etc., etc. Mais pour que ce soit réellement efficace au niveau global, eh bien il faut que ces actions soient faites au niveau collectif, c'est-à-dire que tout le monde les fasse. Et c'est là finalement que l'efficacité collective rentre en jeu. Et quand je suis tombé sur ce sujet-là, je voulais absolument vous en parler parce que j'ai trouvé cette approche très intéressante pour explorer les comportements pro-environnementaux. Bon, déjà pour commencer, il faut savoir que la connaissance sur le sujet du réchauffement climatique n'a pas d'importance, ou très peu. En fait, c'est pas parce que vous savez que la Terre se réchauffe que vous allez forcément avoir des actions pro-environnementales. C'est comme l'activité physique, en fait, vous savez que le sport c'est bon pour la santé, mais c'est pas pour autant que vous en pratiquez. Donc on a forcément d'autres facteurs qui jouent dessus, et parmi les facteurs sociaux qui influencent cela, on a l'efficacité collective qui a été proposée. De manière générale, on sait que les facteurs sociaux vont très fortement influencer les comportements individuels, même si on s'en rend pas forcément compte. Bon, je vais être honnête avec vous, les études sur lesquelles je me suis basé pour écrire mon script, dans cette partie-là,
se sont principalement intéressés à des intentions ou à des comportements auto-rapportés. Donc autrement dit, on n'est pas réellement certain que ce que je vais dire se concrétise réellement, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve. Pour commencer, on a observé qu'augmenter le niveau d'efficacité collective des individus va augmenter chez eux leur intention d'avoir des comportements pro-environnementaux. Et ce qui est super intéressant, c'est que le niveau de menace du réchauffement climatique n'impacte pas sur cette relation-là. Autrement dit, et c'est un réel avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas obligé d'être au pied du mur pour agir. Pour expliquer ce lien, on peut utiliser le modèle du contrôle basé sur le groupe qui propose assez simplement que lorsqu'un individu a perdu le contrôle, ou du moins le contrôle perçu sur ses actions individuelles, ce qui est typiquement le cas lorsqu'on lorsqu'on parle des actions pro-environnementales, tout simplement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les actions individuelles en tant que telles, uniquement pratiquées par soi, n'ont aucun impact. Dans ce cas-là, l'individu va se référer à une autorité groupale qui, elle, a le pouvoir sur ces comportements-là. Et du coup, de cette manière-là, on récupère un contrôle perçu. Mais on se base du coup sur notre identité groupale. Donc ici, notre efficacité collective forte va permettre de dire que même si tout seul on ne sert à rien, tous ensemble on a un pouvoir d'action. Bon, après, évidemment, tout ça se base sur le postulat que chaque individu peut agir, a la possibilité d'agir, mais en réalité, chaque individu peut réellement agir, a réellement une possibilité d'action face au réchauffement climatique. Une autre explication, cette fois, se porte sur les normes sociales. Bon, je sors un peu de l'efficacité collective, mais quand je suis tombé là-dessus, je trouvais ça intéressant, donc j'en profite pour vous en parler. Si on prend les voitures électriques, leur importance est très forte dans les villes pour lutter contre la pollution atmosphérique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on demande aux individus pourquoi est-ce que vous n'achèteriez pas une voiture électrique, les deux principales raisons qui ressortent sont le prix qui est trop cher et le côté pas très pratique de la recharge. Pourtant, il y a très peu d'informations qui ressortent par rapport à des facteurs sociaux. Mais on sait que le social, le groupe, va fortement influencer les comportements individuels. Si votre groupe d'appartenance achète massivement, on va dire, des voitures électriques, vous aussi, vous allez en acheter, parce que vous copiez votre groupe d'appartenance, si je peux dire ça comme ça. Pour le dire autrement, les membres de votre groupe ont validé cette innovation technologique, et donc vous vous dites, cool, j'achète aussi, quoi. Et pour revenir un peu au concept d'efficacité collective, on retrouve la même idée que, à titre individuel, acheter une voiture électrique ne sert à rien, en tout cas pour les raisons environnementales, mais à titre collectif, ça sert à quelque chose, pour lutter contre la pollution atmosphérique en ville. Bon, après, évidemment que l'argent et le prix de la voiture électrique va avoir une influence sur son achat, mais pas plus qu'une voiture thermique finalement. Donc de manière générale, pour lutter contre le réchauffement climatique, il est super intéressant de promouvoir un sens d'efficacité collective fort, et puis également de rappeler les normes sociales. Et ça c'est surtout important pour les groupes qui ont une identité groupale, on va dire, très forte. C'est souvent oublié, mais l'espèce humaine est une espèce très sociale, et les gens appartiennent à des groupes sociaux qui ont une très forte influence sur leur comportement. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est réellement le cas. Mais du coup, pour promouvoir les comportements pro-environnementaux à titre individuel, c'est très important d'utiliser, on va dire, ces facteurs sociaux-là qui ont une très forte influence. Après tout, on a tous individuellement un pouvoir pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce pouvoir n'a de sens uniquement s'il est pris à un niveau, on va dire, groupal, c'est-à-dire que tout le monde le fait. Mais c'est un truc qu'on peut réellement faire, il y a plein d'exemples de cas où des groupes arrivent à lutter face à des problèmes. Mais il faut juste réussir à persuader, si je peux dire, les gens de le faire, quoi. Autrement dit, un petit coup de fil à nos amis les marketeurs et on pourrait très facilement réussir à faire des interventions qui sont très efficaces pour promouvoir ce sens du collectif et ainsi promouvoir les comportements individuels pro-environnementaux. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi, à titre personnel, j'ai vraiment apprécié de travailler sur ce sujet-là, parce que déjà, c'est un sujet qui m'intéresse, et puis parce que j'ai trouvé cette approche, par exemple, pour les problèmes environnementaux, très intéressante, et quelque chose qu'on n'évoque pas forcément.
Donc voilà, j'espère vous avoir un peu transmis cette connaissance-là. Et si jamais la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à soutenir la chaîne, et pour ça vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis c'est gratuit. Et puis vous pouvez également aller regarder ce que je fais eh bien, sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, c'est là aussi gratuit. Donc profitez-en, et puis pour moi c'est vraiment un soutien que vous ferez au développement de la chaîne. Et il faut pas oublier que ce projet individuel, personnel que j'ai, c'est pour le compte du collectif, donc c'est tous ensemble qu'on pourra réussir à faire un beau projet finalement. Parce que c'est notre projet! Bon, sur ce, avant qu'on me dise que j'utilise trop l'efficacité collective pour ma pomme, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et puis avant la prochaine vidéo, eh bien faites très attention à vous dehors, et puis voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.